Ce soir, à l'émission, on fait la revue des plus récentes annonces gouvernementales touchant les Basses-Laurentides et on vous propose une visite de l'exposition Créateurs ludiques. En entrevue, je discute avec Catherine Damour à propos de la campagne de financement du Club des Petits Déjeuners. Je m'entretiens également avec Martha Fonseca qui nous présente le projet Femmes immigrantes des Laurentides. Connaissez-vous les lois et règlements qui s'appliquent au travail? Enfin, l'avocate Marie-Noëlle Closson-Duquette joint notre équipe de chroniqueurs et aborde aujourd'hui le sujet des vices cachés. Bienvenue à Accès local. Mardi 17 septembre 2024, bon début de soirée. Je suis très heureux d'animer à nouveau ce bulletin d'actualité. C'est Claude Desjardins, en compagnie de Clara Maté-Genet. Bon retour, bonsoir Clara. Bon retour Claude. Alors, pour commencer la saison, tiens, on va faire le point avec vous sur certaines annonces gouvernementales qui ont été faites ces derniers temps. Je vous laisse la parole. Oui Claude, on va récapituler ça ensemble un petit peu. Déjà, il y a le ministère des Services sociaux du Québec qui a annoncé l'attribution de nouveaux fonds à plusieurs régions du Québec pour la lutte contre l'itinérance. En tout, c'est une somme de plus de 7,6 millions de dollars qui a été débloquée. La région des Laurentides, elle, hérite pour sa part de 352 904 dollars supplémentaires, pour être très précise. Des sommes supplémentaires. Oui, parce que c'est une somme qui s'ajoute à l'argent déjà investi par le gouvernement dans le cadre de son plan d'action interministériel en itinérance de 2021. C'est 280 millions sur 5 ans qui étaient prévus à l'origine pour répondre aux besoins d'itinérance dans la région, dans toutes les régions du Québec. Mais le montant investi s'élève maintenant à 410 millions de dollars. Et à quoi va servir cet argent? Alors, ce qu'on nous dit, c'est pour développer de nouveaux lieux d'hébergement et pour créer de nouveaux services d'accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est ce qu'on sait pour le moment. Reste à voir dans quel projet concret ce sera investi. On se souvient que l'automne passé, le gouvernement avait accordé 1,5 million de dollars au projet d'hébergement à la Hutte située à Saint-Jérôme. Selon le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, il est important de donner les ressources nécessaires aux régions pour composer avec cette réalité dont il attribue les causes à la crise du logement, à la crise des opioïdes et à la hausse du coût de la vie. Il y a justement un nouveau projet d'hébergement qui vient d'obtenir le feu vert. Oui, tout à fait. C'est un projet porté par les ressources communautaires ACJ+, à Saint-Eustache. Le nouveau développement immobilier est divisé en deux parties. La première est réservée pour la ressource préfixe qui s'adresse à des jeunes de 12 à 17 ans vivant des difficultés familiales et pour qui il est préférable d'habiter temporairement en dehors de leur foyer. En plus d'un hébergement, un accompagnement est aussi offert à ces jeunes et la deuxième partie sera divisée en studio pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Marie-Claude Renaud, qui est directrice des ressources communautaires ACJ+, nous en dit un peu plus à ce sujet. On l'écoute. Ça va être du studio transitoire pour permettre aux gens de développer des habiletés à la vie quotidienne. Il va y avoir toutes sortes d'ateliers. Bien, premièrement, il faut se mettre dans la peau que les gens qui vont vivre ici vont être de la rue. Donc, juste se réapproprier un environnement sécuritaire, un lieu fixe, c'est déjà quelque chose en soi. Puis, à travers ça, bien, il va y avoir des intervenants présents, il va y avoir des ateliers d'offertes. Avec l'ajout de ce bâtiment-là, on va passer de 27 places à 41 places, toutes de l'hébergement communautaire. On est très fiers de la réalisation de ce projet-là. Il y a, Clara, une partie du financement là, qui provient du programme d'habitation, programme Habitation abordable du Québec qui a été mis sur pied par la CAQ et qui a reçu quand même son lot de critiques. Effectivement, aucun des 8000 hébergements promis n'a vu le jour depuis la mise en place du programme en 2022. De toute façon, selon le Front d'action populaire en réaménagement urbain, aussi connu sous le nom du FRAPRU, cette promesse n'est pas suffisante. Il faudrait plutôt 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans pour enrayer la crise du logement. Le ministre de l'Environnement et député de Deux-Montagnes, Benoît Charette, était présent pour la pelletée de terre inaugurale du nouveau centre d'hébergement à Saint-Eustache. Il est conscient des critiques émises envers son gouvernement, mais voit ce nouveau projet comme un pas dans la bonne direction. On parle d'une inauguration là, dans les prochains mois. On voit la construction est bien amorcée, mais inauguration vraisemblablement mi-décembre, début janvier. Donc assez rapidement, là, le milieu va pouvoir bénéficier là, de ces ressources-là. Et de son côté, la ville de Saint-Jérôme a décidé de se prévaloir de ces nouveaux droits qui sont accordés par la loi provinciale 31 sur le logement.
Oui, cette fameuse loi controversée de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui a été adoptée l'hiver dernier. Un des articles de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation permet aux villes de plus de 10 000 habitants dont le taux d'inoccupation est inférieur à 3 de donner le feu vert à des projets de construction de 3 hébergements ou plus sans tenir compte des règlements d'urbanisme déjà établis. Cet article a pour objectif de réduire les délais d'approbation et d'administration de certains projets, selon des observateurs du milieu. Toutefois, cette dérogation pourrait donner lieu à des situations de favoritisme, de corruption et d'abus du système. De son côté, la Ville de Saint-Jérôme a décidé de se munir d'une commission extraordinaire pour bien encadrer cette nouvelle liberté. On écoute justement à ce propos Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme. Cette commission-là extraordinaire nous permet d'être plus flexible et de s'octroyer des super pouvoirs. La commission extraordinaire a décidé de modifier certains critères pour les édifices à logement qui auraient plus de 30 logements. Donc, de les soustraire à certains irritants, justement, avec la ville, justement pour qu'ils s'implantent beaucoup plus rapidement, étant donné l'importance et l'urgence de la crise du logement à Saint-Jérôme. Le taux d'inoccupation à Saint-Jérôme est de 0,2 bien en deçà du seuil de 3 Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'exposition des créateurs ludiques. À plus tard, Claude. Les organisateurs de la Grande Journée des petits entrepreneurs 2024 annoncent qu'un don de la part des jeunes participants a été remis à une mère monoparentale et ses jumelles qui ont fait leur entrée en maternelle 4 ans. Ce soutien permettra d'acheter des vêtements scolaires et une paire de souliers supplémentaires, comme exigé par l'école. Ce don, organisé en collaboration avec la maison Pause Parents, provient donc du marché des petits entrepreneurs qui avait lieu le 1er juin à Saint-Jérôme. Cet événement a rassemblé 130 jeunes de 5 à 17 ans et généré des ventes de près de 19 000 $. Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides annonce la nomination de Christine Nantel au poste de directrice générale et de Karine Parizeau au poste de directrice générale adjointe. Toutes deux sont entrées en fonction par intérim le 9 septembre dernier. Christine Nantel, qui occupait le rôle de conseillère stratégique au CPE-RL depuis 2022, possède une expertise en développement économique communautaire et une forte connaissance, précise-t-on, des enjeux de la région. De la même manière, on dit de Karine Parizeau, qui a intégré le CPE-RL en 2022 en tant qu'adjointe à la direction, qu'elle apporte une riche expérience dans les milieux politiques et municipaux. Avant même le début de la présente année scolaire, le Club des petits déjeuners signalait qu'au Canada, quelques 800 000 enfants répartis dans 3 000 écoles risquaient chaque matin d'arriver en classe le ventre vide. Pour en parler, je reçois Catherine Damour, qui est conseillère principale au comité nutrition du Club des petits déjeuners. Madame Damour, bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, au moment où on se parle, est-ce que la situation s'améliore ou c'est à peu près comme vous l'aviez pressenti? Non, c'est exactement comme on l'avait pressenti, autant dans les écoles qui ont déjà un programme de petit déjeuner, donc on soutient déjà, qui nous appellent, qui nous écrivent par courriel que les besoins dans leur école est plus grand que ceux qu'ils avaient anticipés pour cette année scolaire. Et on a également des écoles qui n'ont pas encore de programme de petit déjeuner, mais qui font appel à nous parce que les besoins sont criants, ils les voient en augmentation. Donc évidemment, c'est des besoins auxquels on souhaite pouvoir répondre, mais malheureusement, autant les familles ont été touchées par l'inflation, mais le Club des petits déjeuners également. Donc, ce sont nos frais d'opération qu'on a vu augmenter. Donc, on pense au coût des aliments, on pense aussi au coût du transport. Donc, ces frais-là qui ont augmenté plus rapidement que nos revenus. Donc, c'est pour ça, là, cette campagne de la rentrée scolaire, parce qu'on croit que le petit déjeuner, c'est l'affaire de tous. Ouais. On parle de 800 000 enfants au Canada. Est-ce qu'on a un portrait qui est plus spécifique pour le Québec et même pour les Laurentides? Oui, exactement. Donc, pour le Québec, c'est 180 000 enfants qui risquent, en fait, qui n'ont pas accès à un programme de petit déjeuner dans leur école et qui en ont besoin. Et puis, pour les Laurentides, ce sont 8 700 enfants qui auraient besoin d'un programme de petit déjeuner. Puis, pour vous donner une ordre de grandeur, là, dans les Laurentides, ce sont
un peu plus de 4500 enfants qui sont rejoints à l'heure actuelle dans 43 programmes de petit déjeuner. C'est énorme. Le club existe depuis 30 ans, Madame Damour. C'est donc dire qu'il vient répondre à un problème qui n'est pas nouveau. Est-ce que vous diriez que le phénomène a pris de l'ampleur? Oui, en fait, c'est un phénomène qui évolue au fil de l'évolution aussi des enjeux de la société. Donc oui, ce qu'on a vu plus récemment, c'est l'inflation. On sortait tout juste de tous les défis de la pandémie. Donc oui, c'est un problème qui évolue et qui change de visage. Donc nous, notre expertise, celle qu'on a développée depuis 30 ans, c'est celle justement d'être proche, d'être à l'écoute des enfants et de pouvoir justement adapter notre soutien aux besoins des écoles et des familles. Et voilà, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Rappelez-nous, Madame Damour, l'importance d'un petit déjeuner nutritif dans la réussite académique. Oui, effectivement. Donc, quand on parle de l'importance d'un petit déjeuner, la première chose qui nous vient en tête, c'est évidemment le fait de soulager la faim des enfants. Donc, on pense que, évidemment, ça améliore les comportements en classe. Les enfants sont plus ouverts aux apprentissages. Mais je peux vous dire aussi qu'un programme de petit déjeuner, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, ça améliore aussi les habitudes alimentaires, ça améliore les performances scolaires aussi, le sentiment d'appartenance aussi à l'école, et puis ça crée souvent une ambiance très agréable, très collective au sein de l'établissement. Donc toute la communauté là qui est mobilisée pour ce programme-là. Le printemps dernier, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il injectait 1 milliard de dollars sur 5 ans dans un programme national d'alimentation scolaire. Vous avez applaudi évidemment, mais tout de suite vous avez dit que c'est pas assez. Expliquez-nous pourquoi. Oui, donc effectivement, ce sont des sommes qui visent à rejoindre plusieurs milliers d'enfants, mais comme on vous dit, nous, c'est presque 800 000 enfants qui auraient encore besoin de ce programme-là. Ouais. Donc, nous, on souhaite travailler avec les provinces, avec les gouvernements de tous les paliers pour pouvoir mettre notre expertise à profit, pour pouvoir justement adresser ces besoins-là qui augmentent. Justement, voilà. Ici, il y a Québec solidaire, il nous reste à peu près 30 secondes, qui a lancé un appel au gouvernement, aux autres partis, pour que tout le monde s'entende dans une démarche transpartisane pour la création d'un programme québécois d'alimentation scolaire. Est-ce que ça pourrait régler le problème, ça? Oui, en fait, le Club des petits déjeuners collabore déjà avec des partenaires là, de tout horizon pour imaginer un peu, pour rêver un peu à quoi ressemblerait un programme d'alimentation scolaire universel au Québec. Donc, c'est un rêve qui nous tient énormément à cœur puis auquel on contribue là, main dans la main avec les partenaires. En attendant que ça arrive, je rappelle aux gens qui peuvent aller sur votre site web, faire un don. Ils peuvent organiser des campagnes dans leur milieu. Catherine Damour, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. La députée de Prévost, Sonia Bélanger, annonce le versement de près de 450 000 $ à 4 entreprises et une municipalité pour soutenir financièrement des projets qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie du camionnage. Les entreprises Plomberie Azur, Palliatech, Céramique 3D et Éric Corriveau, de même que la Ville de Saint-Sauveur, sont les bénéficiaires de cette aide provenant du programme Éco-Camionnage, destiné à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, que ce soit par des modifications techniques au parc existant ou par l'utilisation d'énergie de remplacement. Le député de la circonscription de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, a annoncé le 12 septembre dernier qu'il quittait la coalition Avenir Québec pour devenir député indépendant. Membre du gouvernement Legault depuis 2018, M. Chassin a pris cette décision en raison de son désaccord avec les orientations de la CAQ depuis 2022 et parce qu'il désapprouve sa gestion des finances selon une lettre ouverte publiée dans le Journal de Montréal. Bien qu'il compte terminer son mandat sans se joindre à un autre parti, M. Chassin n'exclut rien pour les élections de 2026. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, se dit même ouvert à dialoguer avec le député de Saint-Jérôme.
Cette année, on vous propose une nouvelle chronique qui va traiter de sujets d'ordre juridique avec l'avocate Marie-Noëlle Closson-Duquette. Marie-Noëlle, bonsoir. Bonsoir, Claude. Alors, on entend souvent parler des mythes entourant la notion de vice caché. Hein, c'est quelque chose qui revient très souvent. On va commencer peut-être par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un vice caché? D'abord, juste préciser qu'au Québec, c'est parmi les recours les plus nombreux, les recours en vice caché. Alors, les gens peuvent être touchés à un moment ou à un autre dans leur vie par le vice caché. Ça nécessite 4 conditions pour déterminer que c'est un vice caché. Alors, le vice doit exister avant la vente. Ça doit pas être une nouvelle chose qui apparaît, un dysfonctionnement d'un appareil qui apparaît après la vente. Ensuite, ça doit être inconnu de l'acheteur. Donc, l'acheteur devait pas avoir d'indice lorsqu'il a visité la maison pour déterminer que ça existait peut-être, ce vice-là. L'acheteur doit être diligent et prudent, donc faire un examen des lieux, vraiment inspecter la maison. Et évidemment, un acheteur qui achète une maison par Internet pourrait ne pas rencontrer le critère d'avoir été diligent et prudent, à moins qu'il l'ait fait inspecter pré-achat. Et le vice doit être grave, donc doit affecter la valeur de l'immeuble. Je vous donne quelques exemples, mais c'est sûr que c'est du cas par cas, puis ça dépend des faits. Mais des fourmis charpentières pourraient être un vice caché, une fondation qui s'effrite, une fissure qui n'est pas apparente pourrait être des vices cachés. D'accord. Et est-ce que le vendeur doit nécessairement connaître l'existence du vice pour que ce soit légalement considéré comme un vice caché? Est-ce qu'on peut plaider l'ignorance? Non, ça c'est vraiment un mythe. Beaucoup de gens, beaucoup de vendeurs, lorsqu'ils se font poursuivre pour un vice caché, vont dire « mais je le savais pas ». C'est pas pertinent pour déterminer si c'est un vice caché ou pas. Ça va l'être peut-être pour déterminer des dommages si le vendeur a été une mauvaise foi qu'il le savait puis il l'a pas divulgué, mais pour considérer que les conditions sont remplies, que le vendeur laisse ou non, c'est pas pertinent. OK. Donc, dans la mécanique d'une vente, de l'achat d'une maison, quelles sont les obligations de l'acheteur et du vendeur? Bon, le vendeur doit être de bonne foi, il doit dénoncer les vices qu'il connaît, il doit pas faire de fausses déclarations, puis il peut pas induire l'acheteur en erreur. Donc, dissimuler des infiltrations d'eau, évidemment, c'est pas de bonne idée. Il peut vendre aussi sans garantie légale, mais évidemment, ça va affecter la valeur de la vente, puis il pourrait aussi faire une inspection pré-vente. Pour ce qui est de l'acheteur, il doit être prudent et diligent, il doit faire un examen attentif des lieux, puis peut-être demander des factures si on allègue des dépenses qui ont été faites. D'accord. Bon, je viens d'acheter une maison, je découvre un vice caché, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui est super important, quand on découvre un vice caché, on arrête les travaux et on le dénonce à l'acheteur. Donc, au vendeur. Oui. Alors, il faut faire absolument une dénonciation écrite. Ça peut être un courriel, un message texte, mais on lui dit, voici ce qui se passe, viens constater l'état des lieux. D'abord au vendeur. Donc. Exact. Donc, pour que le vendeur puisse venir, lui, faire son observation, décider de ce qu'il va faire, peut-être qu'il va le reconnaître puis il va décider de s'entendre à l'amiable avec vous. Mais, donc, vous lui donnez à peu près, ce qu'on dit généralement, c'est 10 jours. Okay. Quant à l'acheteur, bien évidemment, on recommande qu'il se présente sur les lieux pour aller constater puis il pourra décider est-ce que je négocie ou pas avec l'acheteur, est-ce que je trouve une solution. Puis, si finalement, là, il n'y a pas d'entente et que l'acheteur décide de persister dans ses recours, évidemment, on va suggérer qu'il y a une expertise indépendante. Fait que ça veut dire pas votre beau-frère, pas l'entrepreneur qui est en train de faire les travaux puis qui pourrait avoir un avantage à faire gonfler la facture. Puis, quant au vendeur, lui, il peut décider de faire une contre-expertise parce qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions. Oui. Et surtout pas le beau-frère qui est jamais, pas toujours de bon Exactement. De bons Mais conseils. dénoncer, c'est primordial. Si vous faites les travaux sans le dénoncer, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Oui. C'est quoi les délais qu'on a pour intenter un recours en vice caché? Donc, on appelle ça un délai de prescription. Ce qu'on a comme délai, c'est 3 ans. Donc, 3 ans à partir de la connaissance du vice. Alors, vous avez 3 ans pour intenter votre recours. Si, par exemple, Claude, je découvre un vice, j'achète une maison aujourd'hui, je découvre un vice le 1er novembre 2024, ben j'ai jusqu'avant le 1er novembre 2027, donc le 31 octobre 2027. Alors, tu sais, appelez pas l'avocat la veille du délai, là. C'est une mauvaise idée. D'accord. Nous voilà bien instruits sur la question du vice caché, mais on peut en savoir encore plus parce que vous tenez un balado là, sur le site audio. Oui, absolument. Un balado qui s'appelle « Enregistrement en cours » où on traite notamment, il y a un sujet qui est vraiment sur les vices cachés. Alors, Claude, en 5 minutes, c'est vraiment un survol, mais si les gens veulent en connaître davantage, ils peuvent écouter le balado sur audio, Enregistrement en cours, puis il y a vraiment plus de détails et de trucs et conseils. Et il y a toutes sortes d'autres sujets. On en avait déjà parlé à cette même émission. Marie-Noëlle Closson-Duquette, c'est un plaisir. Merci.
Le Centre d'intégration en emploi des Laurentides lance un tout nouveau programme appelé « Femmes immigrantes des Laurentides, connaissez-vous les lois et règlements qui s'appliquent au travail ». J'en discute avec Martha Fonseca, qui est responsable de projet pour le CIE Laurentides. Madame Fonseca, bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a une question qui est posée dans le titre même du programme. Dites-nous justement, quel est le niveau de connaissance des femmes immigrantes à propos des lois et règlements qui s'appliquent au milieu du travail? En fait, de ce qu'on a pu remarquer, il y en a beaucoup, dépendant d'où est-ce qu'ils viennent et tout. Donc, évidemment, toutes les lois sont différentes dépendant d'un pays à l'autre. Donc, il y en a beaucoup qui ne connaissent juste pas parce que, disons que dans leur pays, c'est vraiment juste à faveur de l'employeur. Mm-hmm. Donc, les employés n'ont aucun droit. Et c'est encore pire pour les femmes en tant que telles. Donc, arrivés ici, ils connaissent absolument rien. Donc, si, exemple, l'employeur lui dit faire du surplus de travail, ils vont le faire sans demander aucune question. Ouais. Donc, c'est vraiment comme j'ai dit, ça dépend de chacun, mais c'est vraiment pour donner plus d'informations de ce qu'ils ont droit. Vous mentionnez que les femmes immigrantes font face à des défis uniques dans leur parcours d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De quels défis on parle exactement? Donc, ça peut être au niveau de francisation, ça peut être au niveau, disons que dans leur pays, c'est plus l'homme qui a plus de droits. Mm-hmm. Donc, les femmes n'en ont pas autant, donc ils ne savent pas c'est quoi à quoi ils doivent s'attendre rendus ici. Peut-être qu'ils peuvent penser que c'est à peu près la même chose. Donc, c'est un peu beaucoup de choc culturel, disons, arrivé ici. En règle générale, quel genre d'emploi les femmes immigrantes vont-elles occuper en arrivant ici? En arrivant ici, ça peut être côté agricole, ça peut être en tant que caissière, s'ils savent français. Sinon, ça peut être au niveau du backstore, si on veut, dans les magasins, oui, exactement, dans les entrepôts. Mais c'est toujours des salaires normalement, donc minimum. D'accord. Donc, pour aider ces femmes-là à mieux s'intégrer, à développer leur autonomie, vous proposez des séances d'information et d'accompagnement. Là, on va aller au cœur du projet. Oui. Comment ça se déroule? Dans quel contexte? Quels sont les sujets abordés? Donc, les sujets, c'est au niveau des chartes des droits et libertés de la personne au Québec. Ça peut être au nom des normes du travail, santé, sécurité, assurance-emploi, assurance parentale. Il y a plus aussi au niveau de la présentation qu'on fait. Mm-hmm. Donc, on fait en groupe comme on peut faire individuel, on peut personnaliser si on veut, dépendant de ce que la personne recherche. Mais on essaye de donner vraiment tout le contenu de la présentation, que c'est quand même une présentation qui est lourde, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Oui, quand même. Les programmes, c'est-à-dire le programme est offert en même temps aux intervenantes qui travaillent auprès des femmes immigrantes. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous avez à leur offrir aux intervenants? En fait, c'est surtout des intervenants qui ont peut-être pas l'habitude de devoir être avec des immigrants, qui en ont peut-être de plus en plus et savent pas où se diriger. Donc, oui, c'est sûr qu'on va donner à peu près le même contenu, mais en étant citoyenne, c'est sûr qu'il y a beaucoup auxquels ils ont déjà l'information. Mm-hmm. Donc, c'est plus pour les aider ou leur diriger qu'est-ce qu'ils doivent peut-être s'attendre avec les immigrants et de savoir où les pouvoir donner les ressources, les bonnes ressources, en fait. Là, pour le moment, il y a seulement 2 dates là, qui s'affichent, 18 et 25 septembre. J'imagine qu'il y a d'autres séances qui vont... Oui, c'est ça. Donc, on est en train de faire notre calendrier et ça va être mise en place bientôt, là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... On est en train d'envoyer les invitations et tout pour les femmes immigrantes à s'inscrire et comme ça, nous donner à peu près une idée de c'est quoi qu'elles recherchent comme un peu... pour la disponibilité aussi. D'accord. Mais écoute, en terminant, j'invite toutes les personnes à visiter votre site web. Il y a beaucoup d'informations. Il y a une section d'ailleurs qui est consacrée entièrement au programme. Il y a même un espace où on peut exprimer nos attentes par rapport à ce projet-là. Donc, j'imagine que c'est appelé à se développer tout ça. Oui, c'est ça. C'est tout un ajustement, disons. Martha Fonseca, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci. Bonne soirée.
On est de retour avec Clara Maté-Genet. Clara, en fin de semaine, vous avez visité une exposition artistique qui se déroulait au profit des adultes vivant avec l'autisme. Oui, Claude, des artistes amateurs ont mis en commun leur travail dans une exposition dont les profits iront directement à la Fondation Véro et Louis, qui œuvre auprès des adultes autistes. Tout au long de la fin de semaine, les visiteurs pouvaient acheter des œuvres et même participer à une œuvre collective. Je vous laisse découvrir ça ce soir dans notre reportage. Aujourd'hui, c'est l'exposition Créateurs ludiques au profit de la Fondation Véro et Louis. Ça se tient chez Encore Éco, magasin général éco-responsable, au 295 Saint-Georges à Saint-Jérôme. C'est une exposition mettant en vedette des créations qu'on a fait lors de nos activités des Jeudis Aguilou, qui se tient de 10h30 à 15h30 à toutes les semaines, là. Alors, l'ensemble des participants aux activités ont fait des œuvres puis les ont mis en exposition. Les Jeudis Aguilou, c'est un événement où on veut faire des rencontres de gens. Exemple, tu aimerais ça faire soit de la céramique, de la broderie, du tricot. Tu sais pas trop comment t'y prendre, mais tu as besoin de quelqu'un juste pour t'accompagner là-dedans. Wow, t'es la bienvenue chez nous parce que là, moi, je suis là les jeudis, mais il y a les vendredis soirs aussi où quelqu'un est là pour justement te guider dans ta création. Bien, la Fondation Véro et Louis, ça remonte à loin parce que moi, en 2016, mon fils a été le visage de la Fondation Véro et Louis de 2016 à 2020, jusqu'à temps que la maison de Varennes soit ouverte. Alors, ça a été une implication coup de cœur. De plus, avec la maison qui est à Saint-Jérôme, mais là, à ce moment-là, on est encore plus près de la Fondation Véro et Louis parce qu'on espère ardemment que, moi en tout cas, j'espère que mon fils va être choisi pour aller vivre à la maison Véro et Louis. Vous êtes les bienvenus. On a 91 œuvres à vendre au profit de la Fondation Véro et Louis. Les gens viennent, ils regardent l'œuvre. Là, c'est sûr que c'est des œuvres qui sont ludiques. C'est pas des œuvres d'artisans qui gagnent leur vie avec ça. Nous, on a fait ça en s'amusant puis en relaxant entre amis. Fait que c'est des œuvres qui sont hyper originales. Vous en trouverez pas deux pareilles, ça c'est sûr, là. Et puis, les gens arrivent et il y a une œuvre qui les intéresse, tout simplement, ils l'achètent. Puis après ça, ils reviennent la chercher au début de la semaine prochaine, là, pour que l'œuvre puisse rester ici toute la fin de semaine, pour que les gens puissent voir tout le travail qu'on peut faire quand on est ici. Vous êtes invités à venir au 295 Saint-Georges. On fait une œuvre collective. Cette œuvre collective représente un lion. Lion qui est l'emblème de la ville de Saint-Jérôme. La ville de Saint-Jérôme qui accueille la maison Véro et Louis. Puis nos enfants, ils ont toujours un problème en communication la majorité du temps, alors ils grognent un peu. Fait que je trouvais que c'était concept, justement, de faire un lion comme ça. Alors les gens sont invités à venir coller des objets de couleur, justement, pour terminer la création. Elle va être exposée ici, puis on va sûrement la mettre en vente aussi, là. Et voilà, Claude, encore aucune date n'a été communiquée pour l'ouverture de la nouvelle maison Véro et Louis, qui sera située sur un terrain de 4500 m² à l'intersection du boulevard La Chapelle et de la 6e avenue. Ce seront entre 16 et 20 personnes qui pourront y résider. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Après la pause, je vous propose de découvrir les coulisses et les participants de la nouvelle émission Montre-moi tes Laurentides. Bonne soirée.